Bonjour, je voudrais d'abord remercier la médiathèque et Montpellier Métropole pour m'avoir invité à présenter, introduire le conférencier Jacques Tassin, c'est lui. Et deux mots pour me présenter d'abord parce que personne, ou très peu de personnes me connaissent ici. Donc je m'appelle Hubert de Foresta, je suis chercheur en écologie des forêts tropicales et des agroforêts, essentiellement tropicales, on va dire. Je suis chercheur dans un institut de recherche qui s'appelle l'IRD, Institut de recherche pour le développement, et dans une unité mixte de recherche qui s'appelle AMAP, donc avec des chercheurs de différents organismes, de l'Université de Montpellier, du CNRS, de l'INRA, de l'IRD, bien sûr, et du CIRAD. Je suis, en plus de ça, je suis rédacteur en chef d'une revue scientifique qui s'appelle Forest, Trees and Livelihoods. C'est un travail très prenant, mais aussi qui donne énormément de satisfaction. Et Jacques Tassin est également rédacteur en chef d'une revue qui s'appelle Bois et forêts des tropiques. Et je pense qu'il partage mon idée là-dessus. Je suis également membre du comité agroforesterie de la Fondation de France et du comité agroécologie de cette même fondation. Et enfin, depuis peu, je suis membre du conseil d'administration de la Société nationale de protection de la nature. Après cette brève introduction de moi-même, j'introduis donc Jacques Tassin, qui est chercheur également, écologue, plutôt tropicaliste, à en juger par son parcours, émaillé d'îles comme Madagascar, La Réunion et la Nouvelle-Calédonie, mais aussi de pays sur le continent africain comme le Rwanda. Il est chercheur au CIRAD, dans une unité de recherche qui s'appelle Forêt et Société. Donc il est rédacteur en chef d'une revue, comme je viens de le dire. Il est également expert auprès de l'IPBES, c'est-à-dire la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques. Il est membre de divers groupes, le groupe biodiversité de l'Alliance nationale de recherche pour l'environnement, le groupe espèces invasives du ministère en charge de l'écologie et membre fondateur du réseau CoAdapt, qui est un réseau de chercheurs qui travaille sur la coadaptation entre prédateurs et humains dans les territoires. Jacques est l'auteur de nombreuses publications scientifiques, mais il est également écrivain, avec pas moins de 9 ouvrages à son actif. 3 ouvrages sur Maurice Genevoix, un guide botanique sur les arbres tropicaux, 2 ouvrages sur les espèces invasives, un roman-poème sur les relations, sur le thème des relations entre l'homme et l'arbre à La Réunion, et 2 ouvrages qui sont les plus récents. L'un qui s'appelle « À quoi pensent les plantes ?» donc 2 ouvrages sur la pensée, si on veut. Celui-là, et le dernier livre paru, « Penser comme un arbre », qui est le thème de cette séance. Quelques mots sur le livre. « Penser comme un arbre » propose, je reprends une phrase de l'introduction du livre, propose de se redécouvrir en analysant l'ascendance multiforme et universelle des arbres sur nous-mêmes. En 6 chapitres, l'auteur nous emmène dans une promenade dans la forêt. Ce n'est pas la forêt comme on a l'habitude de la penser, mais c'est la forêt des traits comportementaux des arbres. Chaque trait pouvant devenir une source d'inspiration pour la vie des humains, la vie matérielle bien sûr, mais pas seulement, également la vie spirituelle, voire philosophique. Je voudrais citer le titre des 6 chapitres qui sont évocateurs des bouquets de traits qui sont évoqués. Le premier chapitre s'appelle « Façonné par les arbres ». Le deuxième, « Présence au monde ». Puis, vivre par-delà soi. Ensuite, accord symphonique. Puis, penser selon l'image de l'arbre.
Et enfin, un thème plutôt à la mode, développement durable. Et chaque chapitre est découpé en sections, en petites sections, qui sont en quelque sorte des chemins au travers de ces bouquets de traits comportementaux. Et je ne résiste pas au plaisir de citer les quelques chemins dans le chapitre qui s'appelle « Présence au monde ». La lenteur, la sobriété, le décentrement, la fusion, le contre-don et enfin la sensibilité. La lenteur, c'est le premier chemin dans ce chapitre sur la présence au monde. La lenteur. Dans un monde de plus en plus régi par l'instantanéité, faites l'effort de la lenteur, faites le choix de la lenteur. Connectez-vous aux arbres à travers ce livre remarquablement écrit, dans lequel érudition scientifique, culture littéraire, poésie et philosophie se mêlent, se côtoient, se mélangent pour former un tout qui nous donne, ou devrais-je dire, qui nous oblige finalement à penser. Penser comme un arbre, je ne sais pas. Mais penser en nous inspirant des arbres, de cela je suis sûr. Je voudrais maintenant laisser la place à Jacques pour son exposé et dire enfin que c'est un très grand plaisir et un grand honneur de pouvoir le faire. Merci. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci Hubert pour cette présentation très complète. Alors j'ai effectivement choisi finalement de ne pas présenter le livre selon sa structure. Et je vois que j'ai bien fait puisque tu viens de le faire et donc ça serait redondant. Ce que j'ai choisi de faire, c'est de suivre finalement ce fil qui anime les livres que j'écris, qui est le sensible. Et le sensible, quand il s'agit de nous et des arbres, ça fonctionne dans les deux sens. Enfin, disons, on peut s'interroger sur la sensibilité des arbres, qui peut nous parler, et notre propre sensibilité à leur égard. Avec toute la difficulté que là, le terme devient polysémique. Et c'est à la fois l'intérêt et la difficulté de ma présentation de ce soir, c'est de vous parler de sensible avec des sens qui seront différents selon que l'on parle des arbres, selon que l'on parle des êtres humains. Mais je vais vous parler des deux. Je voudrais commencer par vous poser une question. On voit une petite fille qui joue avec des feuilles de platane en automne. Levez la main, s'il vous plaît, ceux à qui ça évoque quelque chose dans leurs souvenirs d'enfance, leurs souvenirs lointains. Voilà, que de mains qui se lèvent, évidemment. Quoi. Donc le sensible nous parle. Nous avons une relation, je dirais, archaïque, mais au sens noble, au sens noblement ancestral du terme, avec les arbres. Donc c'est déjà là, ça s'impose, et donc il reste à suivre ce fil. Alors pour ce faire, je vais vous présenter rapidement la structure de cette présentation. Tout d'abord, comment se fait-il que cette petite fille, effectivement, mais vous aussi, immédiatement, naturellement, constitutivement, sommes, puisque je me mets dedans aussi, évidemment, sensibles à la présence d'arbres, aux manifestations des arbres. Dans la continuité, en revanche, et c'est là où c'est intéressant, malgré le fait que nous sommes happés, je dirais, par les arbres, comment se fait-il que nous ayons autant de difficultés à les circonscrire, à les investir, je dirais pas à les comprendre, c'est peut-être ambitieux, mais en tout cas à les approcher. Donc ça, c'est le côté finalement humain de la sensibilité. Ensuite, je voudrais vous lister en quelque sorte, enfin, je vais essayer de faire mieux qu'un listing, mais rappeler quelles sont les prédispositions du végétal et de l'arbre en particulier à être sensible au monde. Et pour moi, c'est ça qui est le plus intéressant, c'est cette réussite du végétal à être sensible et donc à être présent au monde. Là, il y a vraiment un modèle d'inspiration.
L'autre point, c'est finalement comment les plantes et l'arbre donc se saisissent de cette sensibilité naturelle qu'ils ont en eux pour découvrir le monde. Et je vais parler de cognition sensible. Ce sont des termes qui sont tout à fait acceptés maintenant dans la communauté scientifique. Et puis après, on va s'efforcer de conclure. Donc le premier point, comment se fait-il, moi c'est vraiment une question qui m'a toujours interpellé, et qui doit vous interpeller aussi, je présume, que nous sommes si sensibles aux arbres. Après tout, ils sont si différents de nous qu'on pourrait rester tout à fait indifférents, mais nous ne le sommes pas. Et il me semble que la première des choses, c'est finalement notre histoire. Alors, ne perdons pas de vue que nous sommes des primates. Enfin, c'est toujours intéressant de revenir aux trivialités, aux évidences, mais il faut les rappeler. Nous sommes des primates, ce qui veut dire que nous avons évolué au contact, en familiarité très proche avec les arbres. Ça a duré 65 millions d'années. Alors notre ancêtre très lointain avait plutôt une allure de musaraigne, donc il s'est passé beaucoup de choses. Mais tout cela s'est passé dans les arbres, au contact des arbres, à force de les toucher, de se saisir de leurs branches, de leurs rameaux, de leurs fruits, de leurs feuilles, etc. De sorte qu'au fil de ces millions d'années, de ces 65 millions d'années, notre forme, mais plus que cela, notre être entier est marqué de l'estampille du sceau de l'arbre. Et nous sommes en quelque sorte des traces d'arbres. Nos mains, que j'agite devant vous, vos mains sont peut-être les marques les plus évidentes de cette très longue fréquentation que nos ancêtres ont eue avec les arbres. Nous nous en sommes détournés il y a seulement 300 000 ans. C'est rien du tout au vu de cette si longue concomitance avec les arbres. Donc, il reste en nous toutes ces marques, ces estampilles, je disais, de cette fréquentation. Donc, je parlais des mains, mais on peut décliner presque tout l'ensemble du corps. Notre visage a été produit, comme l'ensemble des primates, par cette fréquentation, avec les yeux qui au début étaient en position latérale sur les côtés et qui se sont mis en position frontale, qui permet d'avoir une vision stéréoscopique qui est rudement intéressante quand on se promène dans les arbres, parce que c'est évidemment il y a du danger, donc il faut pouvoir être perceptif à l'égard des distances et de ces creux qui peuvent être fatals. Notre système digestif est très proche des primates frugivores, c'est-à-dire les primates qui consomment des fruits. Et puis, voilà, tout cela fonctionne dans ce sens-là, et pas dans l'autre. Là, sur la diapo, là, sur le côté gauche, j'ai mis une sculpture de Giuseppe Pennone qui, lui, présente la main comme quelque chose qui parvient à transformer l'arbre. Mais en réalité, c'est vraiment le chemin inverse qui s'est réalisé. Nous sommes un fruit de l'arbre. Bon, je suis un peu dans la poésie en disant cela, mais pas tout à fait quand même. Alors je disais que ça dépasse largement le seul corps, puisque notre mental est aussi peuplé d'arbres. Je pourrais dire cela comme ça, en filigrane, en toile de fond. Et les psychologues du monde entier, mais d'abord les psychologues américains, ont beaucoup travaillé sur finalement ces composantes, ces traits qui nous relient autant à la nature. Et ils ont pris des échantillons. Alors les étudiants, c'est toujours très bien pour ça, parce qu'ils sont nombreux, ils sont un peu dociles, pas toujours, mais parfois. Et donc ça permet de faire des études comparatives. Et ces psychologues américains, dès les années 70, ont montré que quand on présente des photographies de paysages arborés, notre mental s'apaise. Et tous les indicateurs qui fonctionnent dans ce sens-là sont là pour rappeler cet apaisement. Le bocage, donc Hubert de Forest a rappelé qu'il travaille dans l'agroforesterie, nous parle aussi, nous plaît. On trouve ça très esthétique. Et donc
nombre de psychologues considèrent que le bocage nous parle parce qu'il nous ramène aussi à ces premiers paysages que nous avons fréquentés, comme ces savanes également, lorsque nous sommes éloignés de la forêt, mais ça a duré aussi longtemps et c'est plus proche de nous. Nous sommes toujours restés dans ces paysages qui nous marquent. Alors on peut aller encore plus loin, puisqu'on peut rentrer dans le monde spirituel, et là c'est pas nouveau, enfin tous les écrivains l'ont forcément noté. Chateaubriand le disait, enfin notait ce parallèle entre des futaies forestières et puis des cathédrales. Vous l'avez tous senti, quand on est dans une forêt, on peut se sentir dans une cathédrale, et quand on est dans une cathédrale, on peut se sentir dans une forêt. Donc il y a des convergences, il y a des analogies, des ressemblances, mais qui ne tiennent pas seulement d'analogies morphologiques, avec des colonnes, avec des piliers, avec des voûtes, mais qui tiennent aussi de notre fonctionnement spirituel. Et on ne peut pas ne pas observer que dans tous les grands récits de création du monde, il y a un arbre à l'origine, que ce soit dans les traditions chrétiennes, bouddhistes, celtiques et tant d'autres. Et ce n'est pas étonnant, puisque, comme je le disais, nous descendons des arbres. Alors ça peut aller très loin, ça peut aller jusqu'à nous apporter du bien-être et aller dans le sens de l'amélioration, ou en tout cas le maintien de notre bonne santé. C'est un architecte américain, Robert Ulrich, qui au tout début des années 1980 a étudié les temps d'occupation des chambres d'hôpital de patients qui avaient été opérés de l'ablation de la vésicule biliaire. Et il a regardé au bout de combien de temps ils partaient, selon que, depuis leur chambre, ils avaient vu sur des arbres ou ils avaient vu sur des murs. Et ceux qui avaient vu sur des arbres quittaient plus rapidement leur chambre d'hôpital pour la même opération et prenaient moins d'antalgiques aussi, prenaient moins donc de substances pour lutter contre la douleur. Donc se portaient mieux. Quand on regarde des vieilles cartes postales d'hôpitaux, c'était plein d'arbres. Quand une personne était malade, on l'envoyait à la campagne prendre le bon air, mais prendre aussi retrouver ce contact avec une nature qui est peuplée d'arbres. Alors plus récemment, vous avez certainement entendu parler du Shinrin-yoku, le bain de forêt, enfin, c'est la traduction du japonais vers le français, qui est institué au Japon depuis plus d'une trentaine d'années, qui est officialisé et qui connaît un regain dans la mesure où quelques médecins japonais se sont intéressés au mécanisme qu'il y a derrière cela. Et ils sont allés finalement jusqu'à étudier les mécanismes physiologiques. C'est-à-dire qu'ils sont allés au-delà des psychologues qui, eux, avaient noté que le rythme cardiaque, la tension artérielle, le taux de cortisone, tout un tas d'indicateurs de stress diminuaient avec la fréquentation d'arbres, même avec des vues d'images d'arbres. Mais ces médecins japonais, eux, ils sont allés jusqu'à montrer au niveau cellulaire que les capacités immunitaires des cellules étaient renforcées par la fréquentation des arbres. Et ça, ils ont élucidé le mécanisme, puisque ce sont des substances volatiles émanant des arbres. On sait aujourd'hui que les plantes peuvent produire des bouquets odorants qui peuvent composer plusieurs centaines de molécules gazeuses. Et certaines de ces molécules gazeuses interagissent avec notre fonctionnement cellulaire de manière heureuse. Bon, on peut supposer que c'est l'évolution qui a permis cela. Alors on pourrait multiplier les exemples vraiment à l'infini de ce type-là. Il y aurait des livres à écrire là-dessus, mais il faut que ce soit un médecin qui s'en charge. Énormément d'exemples similaires pour lesquels la santé des êtres humains est améliorée au contact des arbres. Ça a été montré aussi, par exemple, pour des enfants en pleine ville dont on sait que les manifestations d'asthme sont réduites lorsque leurs habitations sont en bordure d'alignements d'arbres. On sait aussi, là c'est vraiment étonnant, qu'il y a moins de violence au contact des arbres.
à proximité des arbres. Ça a même été montré sur la violence domestique, puisqu'on s'est aperçu que dans des immeubles donnant sur des alignements d'arbres, par exemple, dans les 2 premiers étages, il y avait moins de violence domestique que dans les étages plus hauts. Des Américains ont montré aussi que dans des villes bien arborées, on va dire cela comme ça, on a moins de criminalité. Et alors on peut, je ne vais pas rentrer dans toutes les discussions qu'il peut y avoir, mais évidemment il y a des effets dont il faut tenir compte pour ne pas brouiller des effets qui seraient différents. Et il ressort très nettement que c'est la présence de l'arbre elle-même qui induit cette diminution de la criminalité. Donc c'est vraiment très, très intéressant. Autre effet de l'arbre sur nous, c'est, ne l'oublions pas non plus, et là ce n'est pas un jeu de l'esprit, ça tient au fait que les arbres ont appris à se servir d'êtres mobiles, que sont les animaux, pour pouvoir disperser au loin leurs graines. Parce qu'eux-mêmes, n'étant pas mobiles, ils ont plus de difficultés à le faire. Donc ils tirent parti d'agents mobiles. Ça peut être le vent, ça peut être la pluie, mais ça peut être aussi les animaux. Et les hommes ont dispersé à peu près un quart des plantes à fleurs du monde. Donc c'est-à-dire en les introduisant dans des jardins botaniques ou parfois en les cultivant. Et donc on peut très raisonnablement considérer, et les scientifiques, les botanistes n'hésitent pas à le considérer comme tel, que les plantes, finalement, ont appris aussi, les grandes plantes cultivées, le blé, le maïs, le riz, ont appris à tirer parti finalement des hommes pour se disperser. Alors, il y a même des plantes qui miment après. Il y a des mauvaises herbes qui miment le riz, des mauvaises herbes qui miment la lentille pour bénéficier aussi là je suis dans le raccourci en disant pour, mais qui leur permettent en tout cas de bénéficier de cette faveur qu'on leur donne en dispersant leurs graines dans l'espace. Donc voilà, donc ça c'était la première partie où je voulais vous rappeler, c'est finalement cette source, ces éléments qui nous permettent d'expliquer pourquoi nous sommes si attentifs aux arbres. Bon, il y aura évidemment bien d'autres choses à faire, mais le temps est restreint. Et la deuxième chose qui est, finalement, là on rentre dans la frustration, enfin moi je trouve, c'est que malgré cet appétit d'arbres, nous sommes extrêmement maladroits pour les regarder tels qu'ils sont. Alors la grosse tarte à la crème, c'est rappeler que quand on se promène dans une forêt, on va plutôt regarder les oiseaux, les papillons, d'autres insectes, etc. Et puis les arbres, finalement, voilà, c'est plutôt une toile de fond, un décor, quelque chose qu'on ne regarde pas tant que ça. Et pourtant, dans une forêt tempérée, comme sur cette image, ça représente 99,7% de la biomasse. Et malgré cela, ce n'est pas cela qu'on regarde. Donc, alors, après, on peut émettre tout un tas d'hypothèses et c'est compliqué parce qu'on n'a pas la réponse. Est-ce que c'est parce que ça ne bouge pas? Sans doute, parce que le regard est très attentif à ce qui bouge. Mais il peut y avoir aussi des raisons culturelles qui nous viennent de loin, qui nous viennent de nos, des fondements de notre culture, qui sont des fondements grecs pour l'essentiel. Et Aristote, qui a vraiment imprimé, moi je m'en suis rendu compte dans toute la littérature que j'ai engouffrée pour essayer de comprendre tout cela, Aristote a vraiment imprimé une image de l'arbre qui est pas très favorable, où selon lui, alors il disait pas ça mot pour mot, mais tout revenait à considérer la plante, donc le végétal, comme un vague frémissement de la matière. Certes, il s'agissait d'une anima, au sens animation, donc il s'agissait bien d'un être vivant, mais qui était quand même ramené au ras de la terre. Et d'ailleurs, on a encore des termes tels que la plante des pieds, c'est qui montre bien que le mot plante, on le place au ras de la terre. Et on garde cela en nous, alors qu'en fait, ce qu'on découvre, si on prend le temps tout simplement de considérer l'arbre tel qu'il est, et à la faveur des
découvertes scientifiques aussi, et puis des interrogations que ça développe, des réflexions, qu'il y a depuis une trentaine d'années, à peu près 40 ans on peut dire, on s'aperçoit que finalement l'arbre, il n'est pas au sol, quoi. Il est surtout, mais j'y reviendrai, il est surtout développé dans la partie atmosphérique. Mais j'expliquerai pourquoi. Mais en tout cas, alors, notre idée première, c'est de ramener l'arbre du côté du minéral. Et Aristote, lui, considérait même que la bouche de l'arbre, voilà, finalement, ce sont les racines, puisqu'il considérait que les racines permettaient à l'arbre de se nourrir. Il avait donc juste à ouvrir le bec, quoi, si je puis dire, ouvrir ses racines pour s'alimenter. On sait depuis, avec la photosynthèse, qu'en réalité, ça représente très peu de choses, ce qui vient du sol par rapport à ce qui vient de l'atmosphère. Donc je vais y revenir. Alors, définition, c'est vrai que moi, je n'ai aucun souvenir qu'on m'ait jamais défini dans mon parcours scolaire ce qu'était un arbre. Quand on ouvre les dictionnaires, on voit quelque chose du genre végétal ramifié de ligneux, donc c'est-à-dire qui présente du bois, de plus de 7 mètres de haut. C'est à peu près le tronc commun des différentes définitions. Et c'est quand même très, très pauvre, quoi. Ça nous dit rien de l'arbre, ça nous dit rien de son être, de ses spécificités. Et de temps en temps, moi, on me demande, souvent des journalistes qui me rencontrent, me proposent de suggérer une définition, et c'est vrai que c'est pas simple. Mais il y a quand même des éléments qui, pour moi, sont majeurs. C'est vraiment cette capacité de déploiement et cette constitution en surface. Je vais y revenir. Ça n'en fait pas une définition, mais ce sont des termes qui, au moins la dimension surfacique et cette notion d'extériorité, de déploiement, devraient, me semble-t-il, être présents dans les définitions. Alors la difficulté aussi, c'est que finalement, j'ai envie de dire comme ça, un arbre, ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien qui nous soit immédiat en tant qu'êtres animaux que nous sommes. Puisque nous sommes habitués à une symétrie bilatérale, donc avec un plan qui nous sépare en deux parties égales ou à peu près égales. Et dans l'arbre, c'est pas cela, justement. Et c'est aussi pour ça que les photos truquées, reconstituées, très facile à faire, on découpe une moitié d'une photo d'arbre, puis on la renverse, et puis on met l'autre moitié avec. Ça nous donne quelque chose qui nous parle plus encore que l'arbre tel qu'il est, puisque nous retrouvons une sorte de visage. Mais chez le végétal, ça n'existe quasiment pas, sauf, on le voit sur la photo d'en haut, hein, c'est très libre, souvent une forme d'arbre. Et l'exception, ce sont les orchidées qui, justement, tendent à mimer, pour certaines, des formes animales pour attirer des insectes qui vont les polliniser en les confondant avec des femelles d'insectes de la même espèce. Ils vont copuler avec. Voilà. Donc c'est intéressant de voir que la seule exception, finalement, où en tout cas on a une telle symétrie, elle provient de la part de plantes qui ont pour intérêt de mimer la forme animale. Pardon pour la trivialité, mais à ne pas oublier tout de même ce qui est bien compliqué de saisir dans l'arbre, c'est qu'il y a l'essentiel, et plus l'essentiel même, qui est caché, puisque au moins l'équivalent de la partie aérienne, même plus que la partie aérienne, le plus souvent, est sous la Terre. Donc avec un mode de fonctionnement bipolarisé, alors qu'a aussi beaucoup... forcément interroger les philosophes grecs, donc le sol, le ktonos, avec toute la pénombre, l'atmosphère et la lumière, l'ouranos, etc. Donc ce côté bipolarisé est très présent aussi dans notre représentation de l'arbre, mais de manière un peu dissimulée. Ce que nous ne parvenons évidemment pas à saisir, c'est la temporalité de l'arbre. L'arbre se développe très lentement. On peut passer une journée à regarder un arbre, on ne pourra même pas percevoir sa croissance. Mais vous avez tous vu ces premiers films de Jean Commandon dans les années 1920, où il
restituer en format accéléré des prises de vue de germination de graines, d'éclosions diverses. Et puis finalement, on retrouve qu'il y a beaucoup de mouvements. C'est bien un mouvement qui est très lent, qui nous échappe, mais c'est un mouvement. Puis il y a beaucoup de grâce aussi. C'est pour ça que j'ai mis en face à face la grâce d'une danseuse, puisque finalement ce geste, qui est vraiment un geste, hein, Paul Claudel le disait, on le retrouve dans ses écrits, il parle bien de gestuel de l'arbre, et c'est très bien dit. C'est pas du mouvement de déplacement, mais c'est du mouvement de déploiement dans l'espace. Et ça, on l'oublie, voilà. Mais ça fait partie de la réalité de l'arbre. Une autre particularité qui nous déroute aussi, c'est ce rapport à la mort, qui n'est pas du tout le même, mais d'un point de vue physiologique, constitutif. Là, j'entends pas d'un point de vue culturel. Dans la mesure où, alors Francis Allais a cette très belle phrase, c'est dans l'éloge de la plante, je crois, où il dit dans l'arbre, le vivant enveloppe le mort. C'est-à-dire que la partie morte reste dans la partie centrale de l'arbre, mais le vivant se développe en périphérie. De telle sorte que ce vivant reste toujours là et se répète, se reproduit dans les véritables fontaines de jouvence que sont les bourgeons. Les bourgeons, c'est ça, ce sont alors on appelle ça des massifs méristématiques, ce sont des cellules embryonnaires qui finalement ne vieillissent jamais. Donc c'est ça aussi la force des arbres. C'est Ronsard qui notait ça, qui notait cette arrogance presque des arbres à devenir toujours jeunes, à rester toujours jeunes. Et à chaque printemps, à retrouver la jeunesse d'avant. Et ça, c'est très étonnant, évidemment, mais ce qui est très étonnant aussi, c'est que d'un point de vue constitutif, on peut considérer qu'un arbre, de lui-même, ne meurt pas. En général, on va dire. On trouve toujours des exceptions. Il y a des arbres qui, eux, ne vivent pas longtemps et meurent bien de leur belle mort. Mais chez les grands arbres, très généralement, c'est un agent extérieur. Ça peut être le feu, une tornade, une attaque de pathogènes, d'insectes, une tronçonneuse, etc., qui viennent mettre fin à l'arbre. Mais l'arbre ne meurt pas du coup de lui-même. Et voilà, vous savez tous qu'il existe des arbres qui, comme ces arbres de Californie, là, ont plus de 4600 et quelques années. Puis bon, plus on cherche. Après, on trouve d'autres exemples, mais là, on est plus sur des clones. Et là, c'est autre chose, puisqu'on trouve des bouquets de houx, je crois, en Tasmanie, qui ont 80 000 ans. Mais là, c'est autre chose. En fait, ce sont des rejets à chaque fois qui repartent d'individus anciens. Donc, ce n'est pas l'individu en tant que tel qui se maintient pendant 80 000 ans. Voilà. Donc, les arbres pourraient vivre potentiellement indéfiniment. Alors, une difficulté aussi, c'est cette ambivalence qu'on a en nous, aussi d'accepter ce rapport sensible avec les arbres, mais avec le vivant en général. C'est un peu, encore une fois, la culture grecque. C'est Démocrite, je crois, 5 siècles avant Jésus-Christ, qui le premier conseillait de prendre ses distances avec le sensible, parce que c'était censé occulter finalement notre regard sur la réalité. Bon, après, c'est vrai que ça se justifie. Si on fait seulement appel à nos capacités sensibles, on peut continuer à croire que le Soleil tourne autour de la Terre. Donc effectivement, il faut être prudent à l'égard du sensible. Mais après, il y a eu Platon, après il y a eu Descartes, qui finalement nous ont habitués à considérer le sensible comme quelque chose qui peut altérer la réalité. Alors les peuples premiers, eux, n'ont aucun problème avec cela. Et quand je parlais d'ambivalence, c'est que malgré tout, disons-le, nous parlons tous avec notre chien ou notre chat. Moi, j'ai pas de chien, pas de chat, mais j'ai des poules et je parle à mes poules. C'est vrai, je leur donne à manger, je leur dis bon appétit ou des choses comme ça. Donc voilà, on est quand même tous... ambivalent, et on a du mal à reconnaître cette part de sensible qui est
souvent mal reconnu, mal valorisé, et puis considéré parfois comme un obstacle. Alors la difficulté, c'est quand on accepte cette part de sensible, y compris dans le monde scientifique, c'est de ne pas déraper. Et ces dérapages arrivent, disons, quand on confond quand on confond la sensibilité d'autres êtres, c'est-à-dire qui exige de rentrer vraiment dans l'altérité, avec notre propre sensibilité, tout l'enjeu étant de ne pas verser dans des projections. Et quand on parle des arbres, alors là, c'est extrêmement commun, on tombe dans des projections. Alors moi, j'ai vu le film, j'ai même animé un débat de l'autre côté de la place. En début d'année, après la projection du film « L'intelligence des arbres », on est vraiment dans cette projection-là où la personne, donc Suzanne Simard, qui est au demeurant une scientifique reconnue, surinterprète ces résultats en y mettant quelque chose qui relève de l'humain, en parlant d'amitié entre les arbres. Lorsqu'on enlace des arbres, alors loin de moi l'idée de me moquer de cette pratique. Chacun, de toute façon, a le rapport qu'il veut avec les arbres. Mais là, on est tout de même dans la projection. Donc c'est bien la difficulté, c'est de conjuguer ces deux formes de sensibilité. Pourquoi ai-je choisi ce titre « Penser comme un arbre » qui interpelle puis on peut très bien se dire, dis donc, pour quelqu'un qui dénonce l'anthropomorphisme, c'est pas mal quand même. Mais ce titre que j'ai proposé à mon éditeur, il revenait à se mettre à la place de l'arbre, c'est-à-dire à se dire, si les arbres pensaient, comment penseraient-ils ? Au bout du compte, comment les arbres sont-ils au monde ? Et c'est bien ça qui m'a intéressé, et c'est ça qui m'a animé aussi dans la rédaction de mon précédent livre, qui s'appelle « À quoi pensent les plantes ?» Donc c'est le même schéma, quoi. Si j'étais une plante, comment je serais au monde. Et là, ça devient vraiment intéressant quand on est dans cette reconnaissance de l'altérité. Sinon, on tourne en rond, sinon on se regarde dans un miroir, et c'est plus très intéressant. Et donc, je ne vais pas dire que j'ai plagié, mais je me suis fortement inspiré de cette formulation d'Aldo Leopold, un philosophe écologue américain du milieu du XXe siècle, qui invitait à penser comme une montagne. Qui disait, pour comprendre, c'était vraiment un écologue, pour comprendre finalement comment fonctionne le monde vivant dans un paysage naturel, il faudrait essayer de se mettre à la place du loup, à la place des plantes, mais aussi à la place de l'ensemble de tout cela, une montagne. Alors on commençait tout juste à parler d'écosystème, alors peut-être que lui il n'avait pas perçu, il ne connaissait pas cette terminologie, et puis c'est pas non plus tout à fait la même chose, mais c'est bien ça l'idée. Alors c'est plus que de l'écologie, c'est se mettre à la place de, c'est reconnaître l'altérité. Et là c'est vrai que l'anthropomorphisme, pour le coup, fait obstacle à cette reconnaissance de l'altérité. Donc, c'est une formulation qui fleurit, puisqu'on le retrouve dans d'autres ouvrages. Penser comme un rat, penser comme un loup, penser comme un chat. J'ai même vu penser comme un poisson rouge. Enfin, voilà, on peut aller peut-être, dans beaucoup de fantaisie, mais la démarche reste toujours intéressante, c'est-à-dire se mettre à la place de l'autre, essayer de saisir ce qu'il y a dans l'autre. Et ça, c'est intéressant aussi, au-delà évidemment de notre seul rapport aux autres êtres vivants. Ou alors, ce qui est intéressant, c'est quand dans les autres êtres vivants, on met aussi des autres cultures humaines, d'autres peuples, etc. Voilà, donc pour ces difficultés qui sont vraiment inhérentes à notre culture, au bout du compte, qui font que nous avons beaucoup de mal à nous représenter les arbres. Maintenant, on va se mettre du côté des arbres et rappeler ces multiples formes de prédisposition qu'ils ont pour eux-mêmes être sensibles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand je parlais de définition, les arbres sont d'abord de la surface. Les feuilles, c'est de la surface. C'est le moins de volume possible pour maximiser la surface. Un tronc, si on regarde la partie vivante, c'est un anneau périphérique. C'est aussi de la surface. Dans les racines, c'est la même chose. La partie vivante, c'est aussi de la surface. Donc la surface, c'est de l'échange, c'est de l'interface. C'est aller chercher le monde. C'est bien ça que fait l'arbre. Et il le fait de manière extraordinaire. Nous sommes vraiment ridicules en tant qu'animaux par rapport à la capacité qu'a l'arbre à être présent, à investir le monde et à aller chercher ce monde.
je l'ai dit également tout à l'heure, alors nous sommes très limités, on a beau faire toutes les contorsions possibles, hein, comme le montrait Léonard de Vinci, nous sommes quand même circonscrits par voilà, une enveloppe finalement corporelle au sein du possible de nos mouvements. Pour un arbre, c'est vraiment beaucoup de liberté. Et moi, j'aime beaucoup cette phrase de Théophraste, qui était un botaniste contemporain d'Aristote, qui disait « l'arbre n'a pas d'idée arrêtée ». Et je trouve que c'est très profond, c'est très juste. Alors, je ne dis pas que rien n'est arrêté dans l'arbre, mais il y a une liberté d'être, il y a une capacité d'expansion. Et puis, voilà, on le voit tous sur cette image d'arbre ou sur quantité d'arbres que nous connaissons, que nous avons dans nos jardins ou dans nos rues, etc., qui ont une liberté architecturale, une certaine plasticité, une certaine... oui, une certaine liberté. Je ne veux pas rentrer après dans l'anthropomorphisme si je vais au-delà. Et cette capacité expansive, elle nous est contraire dans le sens où nous, être animaux, finalement, nous n'avons jamais vraiment quitté le milieu marin. Nous avons gardé en nous une part océane, notre petit océan intérieur, qui est constitué par... Alors c'est Claude Bernard, hein, le premier qui a, donc au XIXe siècle, qui a inauguré cette notion de milieu intérieur, par opposition au milieu extérieur, où en nous avons notre propre milieu, qui est un milieu aquatique, parce que notre système sanguin, notre système lymphatique, c'est aussi cela. C'est finalement ce que nous avons dû conserver en nous pour nous affranchir du milieu marin, dans la mesure où nous n'avons pas réussi à le faire aussi bien que les plantes. Les plantes, elles se sont totalement affranchies du milieu marin. On en voit qui sont capables de pousser dans des déserts, mais qui surtout n'ont pas ces équivalents. La sève, certes, c'est liquide, mais c'est complètement autre chose. Ce n'est pas constitutif de la plante elle-même. C'est pas organique, je dirais, de la plante. Le sang nous est organique. La sève n'est pas organique par rapport à la plante. Et donc la plante s'est totalement affranchie du milieu marin, de telle sorte qu'elle n'a pas d'organe. Elle n'a pas d'organe intérieur. Alors on peut dire que la fleur, la feuille, la tige, ce sont des organes. Mais c'est déjà un peu tiré par les cheveux de dire cela. Mais en tout cas, il n'y a pas d'organe intérieur. Et finalement, c'est ce qui permet au végétal d'avoir si bien réussi dans la conquête de l'espace. Enfin, de l'espace, conquête de l'espace terrestre, j'entends. Tout à l'heure, je présentais une diapositive où je rappelais que dans une forêt tempérée, 99,7% de la biomasse était représentée par du végétal. C'est ça le succès. C'est ça cette extraordinaire réussite de l'arbre, d'avoir aussi bien investi l'ensemble du monde terrestre. Alors, finalement, c'est pas si mal aussi de se priver d'organes, parce que nous, si on nous enlève, si pour des besoins divers, on nous enlève un organe majeur, la vie devient très compliquée. Pour un arbre, si on lui enlève une branche, même pour certains, on peut les couper et puis ils recèpent, ils rejettent, ils repoussent. Donc ils sont dans une situation qui est très, très, très différente. Voilà, puis je voulais juste ajouter que c'est la photo en bas à gauche, dans notre développement embryonnaire, dès la première semaine, on a un mouvement de repli sur nous-mêmes qui s'appelle la gastrulation, une forme d'invagination du premier amas cellulaire sur nous-mêmes. Donc nous sommes en plus non seulement pas si épanouis que ça, mais tournés vers nous-mêmes. Alors en plus, quand on y ajoute notre culture occidentale, on en rajoute encore une couche, qui fait que nous avons beaucoup à envier de cette capacité d'arbre à se tourner vers l'autre. Et, comme je le disais, à adopter finalement ces figures premières, là je pense à Bachelard tout de suite en disant cela, du monde que sont la ramification, ces grands chemins donc, qui permettent d'investir le monde, que ce soit le tracé d'un estuaire, d'un réseau hydrographique ou le tracé d'une ramification d'un arbre. Tout à l'heure, je disais que l'arbre doit peu au sol. C'est Jean-Baptiste Van Helmont, un médecin flamand,
du début du XVIIe siècle. Donc ça remonte vraiment à loin, cette histoire, puisque le grand siècle des botanistes, c'est le XVIIIe siècle. Et lui avait finalement fait la constatation que vous avez certainement tous fait. Le ficus qui est chez vous, qui a une autre plante qui peut avoir 10 ans, pousse, est beaucoup développé, mais finalement, le niveau du sol, il n'a quasiment pas bougé. Et lui, il a fait cette constatation. Donc, il a fait une expérience très simple. Il a fait ça avec une bouture de saule. Et puis, il a pesé le poids de la bouture de saule, le poids de sol, ou de terre, on va dire, pour ne pas tomber dans les ressemblances phonétiques. Il a pesé cette terre, et puis il est revenu 5 ans plus tard. Bon, il y a d'autres personnes qui s'en sont occupées pour lui. Il a pesé à nouveau le saule, qui s'est épanoui, et puis le reste de terre. Et il a montré que l'arbre ne devait que 2 pour 1000 de sa masse au sol. C'est-à-dire qu'il y avait finalement un rapport de cette sorte de ce niveau-là. Donc, un arbre qui se déploie, qui gagne en masse, et une perte en vis-à-vis, je dirais, qui ne représente que 2 pour 1000 de son gain de masse. Et d'où tout cela vient-il ? Cela vient de la photosynthèse, puisque l'arbre la plante, a cette faculté merveilleuse que représente la photosynthèse, qui est de tirer parti de l'énergie lumineuse, du gaz carbonique, et avec l'intervention de l'eau, qui vient aussi de l'atmosphère, puisque ça vient de la pluie quand même, permet de produire sa propre matière organique. Et j'oublie le nom du poète qui disait que le parti pris des choses, c'est Ponge, voilà, merci, qui disait que les arbres se sont surajoutés, les animaux se sont surajoutés au monde. Et c'est vrai que le fonctionnement du vivant, alors je mets les bactéries à part, mais je ne les néglige pas, mais en tout cas le fonctionnement du vivant, en très grosse partie, fonctionne de manière telle que les animaux tirent parti indirectement de cette photosynthèse. Mais nous-mêmes, nous ne savons rien créer en réalité. Seule la plante est capable de créer à partir de rien et à partir de la lumière, ce qui est assez extraordinaire aussi, puisque finalement, d'une certaine manière, les plantes ont cette capacité de s'abreuver, bon là je reconnais que c'est de la poésie, de la lumière. Et je reviens sur cette faculté, cette prédisposition, une nouvelle fois, de vivre en prolongement de l'autre. Et ça, c'est très constant chez la plante, qui, encore une fois, est non pas immobile, comme je disais, mais en tout cas ancré au sol, donc qui ne peut pas se déplacer de loin en loin, est obligé de faire appel, chez d'autres êtres vivants, aux fonctions dont elle ne dispose pas. Ça vaut aussi pour d'autres fonctions. Mais si on pense à cette fonction de mobilité, c'est ce qui a permis, ou en tout cas on en est venu là au fil de l'évolution, à constater que certains arbres parviennent à attirer des éléphants et à leur faire des acrobaties parce qu'ils produisent des fruits avec une chair autour, des fruits charnus, avec une odeur qui est extrêmement appétissante pour les éléphants, mais aussi pour plein d'êtres vivants, avec des spécificités plus ou moins étroites. Et dans une forêt tropicale, on a entre 80 et 90% des espèces d'arbres qui font appel de cette manière à des oiseaux pour disperser leurs graines dans l'espace. Alors c'est très intéressant pour une plante de faire en sorte que les graines s'en aillent au loin, parce que les graines qui tombent à l'ombrage de cette plante sont condamnées. Ça, on le sait, par expérience, et puis ça a été montré, il y a des jolies courbes qui montrent finalement combien la survie des jeunes plants qui sont à l'ombrage des arbres disparaissent. Si j'insiste un petit peu là-dessus aussi, c'est parce que c'est aussi pour
épingler un peu cette idée qui vogue un peu aussi, qui voudrait que les arbres parents prennent soin de leurs rejetons qui sont proches d'elles. Mais ça n'a pas de sens d'un point de vue biologique. Proche d'eux, pardon. Ça n'a pas de sens d'un point de vue biologique, puisque de toute façon, les rejetons, si on les appelle comme ça, qui sont à proximité des arbres, eh ben, ils vont avoir moins à se nourrir. Alors même si on peut émettre l'hypothèse qu'il y a la circulation d'éléments nutritifs via les mycorhizes, dont je vais y revenir. Mais il y a aussi le fait tout de même que l'arbre, il attire énormément d'insectes ravageurs. Et c'est ça, le plus souvent, qui condamne la survie de ces rejetons. Voilà. Donc je voulais juste mettre le point là-dessus. Et puis il y a tout un tas de, je ne sais pas comment appeler ça, de stratagèmes, de stratégies, en tout cas, qui sont merveilleuses. Je prends l'exemple du café. On a une fleur de café. On connaît tous les effets du café, enfin pour ceux qui en boivent, c'est que ça nous dope et ça stimule notre mémoire. Et l'intérêt, et donc des chercheurs l'ont validé, sur des insectes pollinisateurs décaféiés, c'est que les insectes qui vont polliniser les cafés, qui vont se nourrir du nectar qui contient la caféine, vont mieux se souvenir, quand ils seront revenus dans leur colonie, de l'endroit exact où se situaient ces caféiers. Et ils vont revenir avec d'autant plus de vigueur qu'ils auront absorbé cette caféine. Et tout reste, d'ailleurs, à décrypter dans ce formidable artifice, enfin, non, pas artifice, je ne trouve pas le mot, pardon, mais cette étendue de substances chimiques dont disposent les plantes pour pouvoir, de cette manière-là, finalement, interagir et même appeler des êtres vivants qui disposent d'une fonction dont ils ne disposent pas. Autre fonction, ce sont les fonctions nutritives. Les plantes ne sont pas capables de se saisir, si je puis dire, de l'azote atmosphérique. Elles ont besoin de cela, de passer par le truchement de certaines bactéries, des rhizobiums ou d'autres types de rhizobiums. Et ce sont les légumineuses, le groupe des légumineuses, qui fait cela le plus aisément, mais pas seulement. Et les plantes, quasiment toutes les plantes, 90% des plantes, font appel à des champignons qui sont présents dans le sol et qui forment, avec les racines, des sortes de chimères qui sont ni des plantes, ni des racines, ni des champignons, qui s'appellent les mycorhizes. Mycorhizes, ça montre bien cette hybridation entre le champignon et la plante. Et ça permet à la plante d'accéder finalement à des éléments minéraux auxquels elle a beaucoup de mal à accéder elle-même, notamment des dérivés de phosphate et d'autres choses. Et en plus, l'intérêt, c'est que le mycélium, donc ces filaments des champignons, prospectent beaucoup mieux le sol que ne le font elles-mêmes les racines. Alors toujours dans cette finalement sensibilité aussi de l'arbre et toujours finalement dans cette capacité à se tourner vers l'extérieur, à se tourner vers l'autre, il y a cette forme de désindividuation, puisque un arbre peut être entendu, comme le disait Goethe. Bon, les poètes, quand même, ont des sacrées intuitions. Peut être envisagé comme une fédération de bourgeons. Donc une fédération, ça veut dire que les bourgeons représentent des individus, mais il y a aussi un principe fédérateur, un principe intégrateur qui est là, lui aussi. Donc il y a plusieurs niveaux d'intégration, d'organisation au sein d'un arbre. Et tout cela procède de la désindividuation. Une graine qui germe, c'est un individu, mais au fil du temps, quand elle devient arbre, elle produit de nouveaux individus qui ne trouvent pas une autonomie complète, mais un petit peu d'autonomie, tout en étant régis par ce fameux principe intégrateur que Goethe énonçait de cette manière-là, mais on ne le sait pas toujours. Enfin là, c'est le mystère du vivant, bien entendu, quoi. Et ça, on peut le pousser aussi sous diverses formes, en pensant aux capacités, par exemple, de rajeunnement qu'ont certaines plantes, certains arbres, par exemple les robiniers, les faux acacias,
qui sont capables d'émettre à partir des racines de nouvelles tiges. Mais alors finalement, la nouvelle tige fait-elle partie du même individu, de la même entité que l'arbre de départ? Là, ça devient très compliqué. Et c'est ça la force de l'arbre, finalement. C'est cette capacité, finalement, encore une fois, à se désindividuer, à se perdre au fil de son développement et à donner place à autre chose, tels que ces dragons qui, au fil du temps, vont s'individuer, vont se libérer du cordon ombilical, si je puis dire, qui a représenté la racine d'origine. Bon, alors il y a d'autres formes aussi qui montrent cela, telles que ce qu'on appelle des anastomoses, qui représentent des continuités physiques entre différentes racines, qu'on trouve le plus souvent entre des racines d'arbres d'une même espèce, mais parfois entre espèces différentes. Et puis cette continuité, elle est surtout... alors on pourrait dire cette communication, mais en parlant de communication, je reste bien dans le sens physique, hein, comme je parlerais de vases communicants, ou comme je dirais que cet amphithéâtre communique quand on en sort sur la place de la comédie. Mais il y a bien cette continuité, cette contiguïté physique qui est assurée par les mycéliums, qui finalement représentent des passerelles entre plusieurs racines qui peuvent relever d'individus différents, d'une même espèce ou de plusieurs espèces. Le dernier point que je voulais voir avec vous, c'est finalement, en rentrant peut-être encore au-delà de ce qu'on a observé, c'est d'essayer de voir comment le végétal se sert du sensible. Et nous aussi, nous servons du sensible, mais le végétal... L'intérêt, c'est que lui, il ne peut se servir que du sensible, puisqu'il n'a pas de cerveau, pour appréhender le monde, pour connaître le monde. Et comme je le disais au début, on peut très bien parler de cognition sensible sans finalement jouer sur les mots. C'est bien cela dont il s'agit. Avec des capacités qu'on peut commencer à décliner. La première d'entre elles, peut-être, ou si ce n'est pas la première, en tout cas une des plus immédiates, c'est que pour nous, c'est trivial qu'un arbre soit en position verticale. Finalement, ce n'est pas si immédiat que cela. Et ça correspond à deux choses. La première, ça correspond à la perception de la gravité. C'est Charles Darwin, dans ses dernières années, finalement, qui s'était beaucoup intéressé aux plantes, qui a écrit plusieurs ouvrages sur les plantes, et qui avait montré que finalement, ce sont des grains d'amidon qui, non, lui, il n'était pas allé jusqu'à là, mais c'est ce qui a permis finalement d'aller sur cette révélation. C'est des grains d'amidon finalement qui tombent dans le sens de la gravité au sein des cellules racinaires, dans les terminaisons racinaires, vont stimuler les parois internes des cellules et renseigner finalement la cellule sur le sens de cette gravité. Donc quand j'ai dit gravité, c'est la gravité terrestre, donc qui définit la verticalité. Mais ça ne suffit pas à expliquer, et c'est l'équipe de Bruno Mouliat, de l'INRA de Clermont-Ferrand, qui a montré que finalement, pour qu'un arbre soit droit, il ne lui suffit pas de percevoir cette verticalité, il faut aussi qu'il soit capable de proprioception. La proprioception, c'est la perception de soi-même. Il a montré par simulation informatique, numérique, qu'une plante, et c'est vrai qu'on le voit quand je parlais tout à l'heure de ces films en vision accélérée de germination, on voit la plante qui tourne au début. Il y en a qui disent elle joue. Bon. Je ne crois pas qu'elle joue, mais elle tourne, elle cherche. Et au bout du temps, quand elle est en mesure de se percevoir elle-même, elle acquiert la verticalité, elle se positionne par rapport à cette verticalité. Et quand on fait une simulation numérique, comme l'a fait Bruno Mouliat, on se retrouve avec une plante qui tourne indéfiniment. Si elle n'a pas cette propriété, si elle ne fait que suivre le sens de la gravité, et si elle n'a pas cette proprioception.
Donc c'est la gravité, mais nous aussi c'est pareil. Hein. Je veux dire, si on se tient droit, c'est parce qu'on perçoit la gravité, parce que nous, dans notre oreille interne, on a aussi des choses un petit peu équivalentes, avec des otocites qui sont aussi spécialisés, qui permettent de nous renseigner sur finalement ce sens de la verticalité, mais aussi parce qu'on a notre proprioception qui permet de nous positionner par rapport à notre corps. Donc c'est ce qui permet à un arbre de tenir debout sur des pentes, de se maintenir lorsque les vents se font violents, etc. Sensibilité à la lumière, ça on le sait tous. Hein. J'ai rappelé, pour ceux qui ne le sauraient pas, mais j'en doute, cette merveille qui est la photosynthèse tout à l'heure. Et puis cette capacité qu'ont les plantes, on le sait tous, hein, au bord d'une fenêtre, à s'incliner vers la fenêtre. Là, c'est la fraction bleue de la lumière qui les attire. Et puis pour des mécanismes reproductifs, c'est la fraction rouge qui gouverne ces mécanismes. Et donc les horticulteurs ont appris à un petit peu domestiquer ce lien entre les plantes et la lumière. J'oublie le nom du philosophe qui parle même de cette capacité de... Non, ça ne me revient pas, peu importe. Qu'ont les horticulteurs à sculpter finalement, à sculpter la lumière, quoi. Et l'exemple très classique, c'est les chrysanthèmes. Lorsque les jours raccourcissent, ou plutôt les nuits rallongent, les chrysanthèmes ont ce qu'on appelle une induction florale. Et puis, si on les laissait faire, ils fleuriraient bien avant le 1er novembre. Donc, les horticulteurs qui élèvent les chrysanthèmes dans leurs serres allument de temps en temps la lumière la nuit, de manière automatique, et ce qui permet de raccourcir la durée des nuits. Et puis, ils s'arrangent finalement 10 semaines avant le 1er novembre. Enfin, ils arrêtent cette interruption de la durée de la nuit. Ça enclenche le mécanisme d'induction florale. Et les chrysanthèmes fleurissent 10 semaines après. Sensibilité à l'eau, on ne connaît pas grand-chose en réalité. Il y a une expérience très troublante de Monica Gagliano, une Australienne, qui a montré que des racines de maïs, on n'a pas fait ça sur des arbres, mais c'est compliqué toujours d'expérimenter avec des arbres. Les racines de maïs orientaient leur système racinaire en direction d'émissions sonores reproduisant de la circulation d'eau dans le sol. Donc, j'ai envie quand même d'attendre une autre publication qui aille dans ce sens-là, parce que c'est assez extraordinaire. Mais pourquoi pas? Parce que la perception du végétal à des vibrations est quelque chose de tout à fait avéré. Donc que le végétal puisse percevoir de manière très fine, de manière très subtile, des vibrations liées à des écoulements d'eau, rien d'étonnant. Darwin s'était beaucoup intéressé à cette sensibilité. J'ai sauté une photo, une diapo. À cette sensibilité du végétal au contact. Alors on ne peut pas parler de sensibilité tactile, parce que là on est vraiment dans la projection de l'animal vers le végétal. Il n'y a pas d'organe du toucher dans les plantes. On pourra dire que toutes les cellules en réalité sont finalement indifféremment sensibles, potentiellement omnisensibles. C'est-à-dire que les plantes n'ont pas d'organes affectés à des dispositions sensorielles particulières. Toutes les cellules peuvent percevoir, sauf les racines, mais les cellules aériennes peuvent percevoir la lumière, peuvent percevoir la présence la manifestation d'un contact. C'est encore une fois Darwin qui s'était beaucoup intéressé, alors c'est pas très étonnant, aux plantes carnivores, aux Drosera, aux Dionnées, et donc il avait comme ça mis en évidence certains mécanismes. La sensitive qui réagit au toucher de manière très rapide, c'est ça qui l'avait étonné, cette capacité qu'ont certaines plantes à répondre de manière très rapide à certains stimuli. Et puis il s'était intéressé aux lianes. Alors en plus, comme il était insomniaque, il se levait la nuit et puis il suivait des lianes, il dessinait, il reproduisait
le positionnement des vrilles. Et puis voilà, et puis se relever 2 heures plus tard. Parce que c'est vrai que là, par contre, les vrilles, bon, si on a la patience de rester toute une nuit, on peut les voir progresser, ou toutes les nuits, ou tout un jour. Sensibilité au contact, c'est aussi donc ce qu'on appelle parfois la timidité des arbres, avec cette chose étonnante qui fait que, alors pas toujours, mais chez certaines familles d'arbres, les houppiers, c'est-à-dire la partie la plus aérienne des arbres, finalement ne s'interpénètrent pas, ne se recouvrent pas. Et donc il y a plusieurs mécanismes qui peuvent être émis quand on parle de timidité. Bon, il faut le voir comme une métaphore, mais là il ne faut pas tomber dans des anthropomorphismes si on le prend comme tel. Mais les 2 mécanismes possibles, c'est des émanations gazeuses ou alors finalement une réaction au contact. Et finalement, ça a été montré par une équipe australienne que c'est bien le contact à la faveur de vent, donc les rameaux étant amenés à se toucher, qui fait que les arbres ont tendance à s'éviter les uns les autres. Mais encore une fois, ce n'est pas toujours vrai. Ce n'est même pas toujours vrai au sein d'un même arbre. Dernier point, c'est l'autre forme de sensibilité, c'est ce qu'on pourrait appeler, mais à tort, mais parce que je ne vois pas non plus quel autre terme trouver, c'est cette formidable sensibilité olfactive qui fait qu'une plante est capable de percevoir des émanations gazeuses venant d'autres êtres, mais aussi de s'adresser à elle. Et il y a un très bel exemple qui est fourni par alors c'est pas un arbre, mais encore une fois, c'est compliqué à manipuler les arbres parce que c'est grand. On ne peut pas les faire entrer dans des laboratoires ou alors, quand ils sont tout petits. Et ça a été montré sur le tabac sauvage, avec le sphinx du tabac. Et donc on s'est aperçu que le tabac sauvage, lorsqu'il était agressé, on va dire ça comme ça, par la chenille du sphinx, du tabac, était capable de reconnaître certaines substances présentes dans la salive de la chenille, qui, quand elle consomme le limbe de la feuille, va se mélanger aux cellules. Donc la plante est capable de reconnaître finalement cette signature, en quelque sorte, de cette chenille. Et si c'était que ça, elle produit des émanations gazeuses que cette fois, un insecte va reconnaître. Qui est une punaise prédatrice de cette chenille. Donc finalement, tout se passe comme si la plante était reconnaissant la chenille, produisait des substances gazeuses qui vont alerter ce prédateur de la présence de cette chenille. Voilà, donc c'est des schémas très, très élaborés, vraiment merveilleux, et qui nous sont totalement invisibles, évidemment, quoi. Il y a certaines odeurs de plantes que l'on perçoit, mais la très, très grande majorité des odeurs de plantes, nous ne les percevons pas, notamment parce qu'elles sont produites dans des quantités, on va dire, homéopathiques, très, très légères. Et un autre point que je voulais ajouter sur cette sensibilité des arbres, c'est que de manière certaine, et ça c'est un peu réconfortant, quand nous nous promenons, même si nous nous promenons dans une forêt seuls, c'est pas ce qu'illustre cette diapositive, mais nous ne sommes pas tout seuls, parce que les plantes et les arbres, je le disais, perçoivent les vibrations. Et quand nous marchons, nous produisons des vibrations qui se propagent très bien sur le sol, que les plantes perçoivent. Qu'est-ce qu'elles en font après ça, quand il s'agit de nous? Bon, mystère. Hein. Oui, il y avait le livre de Zepp là, qui évoquait cette possibilité que les arbres, nous percevant, finissent par nous reconnaître et se rebeller contre nous en produisant des émanations gazeuses toxiques et mortelles. Voilà, pour ceux d'entre vous qui l'ont lu. Donc ils perçoivent les vibrations que produisent nos pas, mais ils perçoivent aussi, et ça a été montré, alors pas sur des êtres humains, mais sur des maïs, où des plants de maïs perçoivent la présence d'autres plants de maïs à 3 mètres de distance. Donc il y a vraiment une perception de l'espace de la part des plantes. D'un point de vue évolutif, d'un point de vue fonctionnel,
on va dire qu'il n'y a pas lieu d'être surpris, hein, puisqu'on retrouve toujours dans des schémas où finalement les choses se passent très bien. Et puis l'évolution, c'est aussi ce qui nous permet de rappeler ça, de dire d'une autre manière, la nature fait bien les choses, quoi. Et finalement, l'arbre immobile perçoit de manière très très fine son espace dans lequel il est un peu condamné, puisqu'il ne peut pas se déplacer, il ne peut pas voyager, mais un espace qu'il investit de manière extraordinairement fine, avec beaucoup de délicatesse et beaucoup d'acuité, encore une fois, dont nous pourrions avoir à rougir. Et il y a un parallèle qu'on m'a fait quand je parle comme ça des arbres. Moi, j'ai été contacté quand j'avais écrit mon livre « À quoi pensent les plantes », qui m'a dit... Alors, c'était une chorégraphe qui montait des spectacles avec des personnes non-voyantes. Et elle m'a dit, mais ce que vous dites des plantes, mais c'est ça. Et donc, moi, j'ai repris une image d'Hélène Keller, là, si vous avez lu là, son livre où elle raconte sa vie, où elle montre combien elle tire parti des fonctions finalement, du toucher, de la perception de vibration et des capacités olfactives qui représentent ce que font les plantes. Et finalement, et ça, on me l'a dit plusieurs fois, qu'on retrouve une forte analogie entre la manière d'être des plantes et les non-voyants. Voilà, qui perçoivent le monde de manière plus immédiate aussi que nous. Alors, je veux pas m'attarder aussi parce que je vois l'heure qui passe, mais après, là où il ne faut pas aller, je dirais, c'est dans la surinterprétation. On peut être tenté de dire il y a des signaux chimiques qui sont interprétés comme ça d'abord par l'arbre, mais aussi en question qui produit cette substance, parce que l'intérêt d'abord quand on est de forme ramifiée, hein, plutôt que de s'auto-informer par des canaux électriques ou des phytohormones, des hormones végétales, ça prend beaucoup de temps. Le plus simple, c'est de tout court-circuiter et de passer par la voie aérienne. C'est ce que fait l'arbre. Finalement, quand il est agressé, par exemple, par une antilope, il va s'auto-informer très rapidement, en quelques secondes. S'il y a un petit coup de vent, l'arbre voisin, s'il fait partie de la même espèce, il va savoir interpréter. Donc, on peut, si on veut vraiment rêver, se dire les arbres parlent entre eux, quoi. Il y a un langage, etc. Mais là, on est vraiment dans la surinterprétation. On est dans l'idée qu'il y aura une intention de l'arbre d'avertir son voisin. D'un point de vue fonctionnel, évolutif, tout tirait plutôt dans le sens contraire. Il n'y a pas d'intérêt à fonctionner de cette manière-là pour un végétal. Voilà, donc la timidité des arbres. Puis tout à l'heure, j'ai parlé de ces relations que parfois on voudrait prêter aux arbres, qui sont finalement des relations juste humaines, qui sont d'amitié, etc. Sensibilité à la musique, même chose. Les plantes sont sensibles aux vibrations. Elles peuvent être sensibles pour cette même raison à des productions musicales. Ça a été testé. Mais de là à parler de la musique, là, c'est beaucoup plus compliqué. Si bien que moi, j'ai fouiné, évidemment, dans la littérature, et on trouve tout et son contraire. On trouve des plantes qui fleurissent mieux avec des musiques rock ou finalement qui fleurissent moins bien, etc. Mais la musique, c'est tellement compliqué, c'est tellement complexe, ça relève tellement d'une culture, c'est tellement élaboré que ça n'a rien à voir avec de simples émanations vibratoires. Voilà. Pour finir cette partie, puis après je vais passer à la conclusion, je voudrais juste rappeler que la sensibilité, c'est un acte. Avant, on parlait d'irritabilité quand on parlait des plantes, c'est-à-dire qu'on pensait encore la plante ou l'être vivant comme une machine qu'on stimulait et puis qui répondait, qui réagissait. Maintenant, on s'aperçoit quand même, je vous parlais de bouquet odorant, qu'il y a aussi quelque chose qui se donne, quelque chose qui va chercher l'autre, qui est présent finalement dans tous les êtres vivants, mais qui est particulièrement présent dans la plante, puisque la plante ne fait pas autrement que comme cela, pour investir l'ensemble du monde. Donc, encore une fois, la sensibilité, c'est pas de la mollesse, c'est pas cette chose qui occulte la réalité, comme je le disais tout à l'heure. C'est un acte.
Et c'est un acte qui nous, finalement, n'oublions pas que nous nous en servons tout le temps. Même quand nous lisons, nous nous servons de nos yeux, même quand vous m'écoutez avec vos oreilles, moi je parle avec ma bouche, etc. C'est que du sensible là-dedans. Donc c'est bien le primat du sensible, disait Merleau-Ponty, qu'il nous faut aussi retrouver si on veut comprendre la plante. Si on rejette le sensible, on ne peut pas comprendre ce qu'est une plante. Conclusion. Donc j'ai été un peu long peut-être, pardonnez-moi, avec quelques petits points que je vais présenter. Comme je disais, le sensible, il ne faut pas non plus en faire une panacée. C'est pas que le sensible qui nous permet d'être devenus ce que nous sommes. Si nous n'avions compté que sur le sensible et si nous n'avions pas compté sur notre culture, nous serions encore dans les arbres ou au pied des arbres. Et c'est quand même plus agréable, plus confortable la vie que l'on a, même si on peut évidemment émettre tout un tas de réserves, que la vie que nous avions il y a 300 000 ans. Donc voilà, ne pas non plus préjuger du sensible, mais tout de même ne pas nécessairement vouloir prêter aux plantes une intelligence, alors que finalement elles ont cette capacité de cognition sensible. Le monde sensible permet cela, permet cette immédiateté du vivant avec ce qu'il n'est pas lui-même, mais qui est en continuité de lui-même. Puis j'ai mis une photo de Merleau-Ponty, voilà, que j'ai cité tout à l'heure, qui est une des personnes qui a le plus mis en avant, donc dans la deuxième moitié du XXe siècle, ce qu'il appelait le primat du sensible, c'est-à-dire en rappelant qu'en amont de toute chose, de manière archaïque, mais encore une fois, comme je dis tout au début, mais de manière noble, le sensible prédomine. Donc n'oublions pas que si le monde vivant est quand même, alors encore une fois, sans oublier les bactéries, puis je sais que Marc-André Sellos était venu ici il y a quelques semaines, et ce sera lui faire outrage que de prétendre que les bactéries n'ont pas non plus un rôle majeur. Mais ce sont quand même les végétaux qui forment les sols, ce sont les végétaux qui régulent les écoulements d'eau, que ce soit à terre, sous terre ou même dans l'espace. On sait maintenant, ça a été montré, que les forêts font pleuvoir et les forêts font même déplacer des masses de nuages ça peut être sur des centaines de kilomètres. Donc les arbres, comme je le disais aussi, produisent la matière vivante, donc régulent, mènent la danse dans l'ensemble finalement du monde vivant terrestre, et pas seulement du monde vivant, puisque voilà, les nuages, l'eau, le sol, etc. sont régis par les arbres. Donc tout cela pour en venir peut-être reboucler aussi avec l'introduction qu'avait fait Hubert de Foresta, une invitation alors j'appelle ça comme ça, à arboriser notre regard finalement. C'est ça le titre de mon livre, Penser comme un arbre, à essayer aussi de se mettre à la place de l'arbre pour envisager cette manière d'être qu'ont les arbres, qui leur ont si bien réussi, extraordinaire figure du vivant, réussite absolue dans la conquête du milieu terrestre, et qui a si bien réussi, avec finalement cet enjeu qui est aussi, quand je parlais de relations immédiates, finalement dans notre bien-être, mais un bien-être qui est lié aussi à notre santé physique. Je parlais de stress, d'immunité, de criminalité, etc. Une invitation à mieux arboriser nos villes, et puis aussi, je le dis comme ça, à arboriser nos enfants. Ils le font naturellement. Donc allons dans le sens de cet enfant, petits-enfants, arrière-petits-enfants peut-être, allons dans le sens de cette inclination naturelle. Et j'en viens à ma conclusion finale. Permettons, finalement, soyons modernes, allons dans le sens des choses, allons dans le sens du vivant, et permettons à nos enfants de rester branchés. Voilà. Je vous remercie. Merci. Bonjour et merci pour cette conférence. Je voudrais savoir, les arbres et les végétaux en général sont sensibles, mais est-ce qu'ils souffrent? Est-ce qu'ils sont capables de souffrance quand on les coupe, quand on leur fait mal ou... Oui. Voilà ma question. Oui, c'est une question fréquente.
Alors, comment peut-on répondre à cela? Ce qu'on peut répondre, c'est que d'un point de vue biologique, évolutif, ça ne se justifie pas. Pour une plante qui n'est pas capable de se soustraire au danger, ça sera terrible finalement qu'elle soit obligée à souffrir sans en tirer parti. Nous, au moins, nous plongeons par mégarde notre doigt dans une casserole d'eau bouillante. Finalement, voilà, il y a une solution, on retire le doigt. Pour l'arbre, il ne peut pas se retirer. Cela étant, donc souffrance, franchement, il n'y a rien. Et puis, il n'y a pas d'analogie avec notre souffrance telle que nous la percevons, telle que nous la ressentons. Par contre, perception d'une altération de cette fédération, j'ose pas dire de soi, mais de ce qu'on représente pour lui-même, l'arbre, je pense. Oui, enfin, c'est même certain. Si l'arbre réagit quand on lui coupe une branche, c'est qu'il perçoit cette absence. Donc c'est déjà ça. Parler de souffrance, c'est partir sur autre chose, c'est partir sur un chemin animal ou voire un chemin humain. Mais en tout cas, il y a quelque chose, c'est sûr. Il y a une perception d'une absence d'une partie de soi-même lorsque cette partie est prélevée par un insecte, un homme, etc. Donc je répète la question parce que je sais qu'il faut que ce soit audible et enregistré. Donc la question c'est, mais est-ce qu'on peut dire qu'il réagit? Oui, il réagit. Lorsqu'on lui coupe une branche, oui, il réagit puisqu'il va rééquilibrer l'ensemble de son corps. Parce qu'il faut, encore une fois, il faut qu'il tienne debout. Et pour tenir debout, il faut qu'il rééquilibre cette merveille architecturale aussi que représente un arbre. Moi, je me souviens de la dernière page de Francis Allais. J'ai toujours un mot d'amitié pour Francis Allais, parce que je me suis beaucoup nourri de ses écrits. Voilà, la dernière page, il imagine, finalement, il passe quelqu'un qui passe une commande à un architecte et qui demande d'imaginer un édifice qui pèserait sur une seule colonne, où il y aurait tout un tas de circonvolutions, de fantaisies architecturales, avec évidemment une capacité à résister au vent, etc., à réagir en cas de pépin. Et finalement, la réponse, c'est l'arbre. Et on peut imaginer, c'est ce que j'avais écrit dans mon livre, que finalement, si on faisait des simulations informatiques dans ce sens-là, on tomberait très certainement sur la figure première, qui est la figure de l'arbre. Donc réaction, oui. L'arbre perçoit un manque de lui-même et réagit. Mais il réagit de manière plus subtile que cette mécanique dont on nous a rabattu les oreilles pendant trop longtemps. C'est pas juste une mécanique, un arbre. Voilà. C'est aussi une mécanique. On peut aussi le penser comme ça, mais c'est incomplet de le penser comme ça. Voilà. Donc il y a une question qui vient pas souvent, mais là je suis bien content, qui vient d'une voix très jeune. C'est que vous avez vu dans les feuilles, c'est comme des veines d'arbres quand je suis à l'école, je déchire les feuilles. Je déchire les feuilles et c'est comme s'il y avait des veines qu'on voyait. Oui, c'est joli. Et c'est joli, et c'est vrai qu'il y a un côté fractal, comme on dit aussi, dans l'arbre, où on retrouve dans le petit ce qu'on retrouve en grand. C'est-à-dire que j'ai plus l'image d'arbre là, à l'écran, mais dans un rameau, on retrouve une image d'arbre. Et dans une feuille, on retrouve effectivement une image d'arbre. Mais encore une fois, c'est la ramification, cette figure première du monde, et en l'occurrence des arbres eux-mêmes, qui va dans cette convergence de formes. Et le fait que, ça ressemble à des veines. Alors effectivement, il y a quelque chose qui circule dedans, mais bon, ce ne sont pas des veines. L'analogie n'est pas tout à fait exacte. Merci pour cette belle question, cette belle remarque. Oui, bonsoir. Je voudrais vous poser une question par rapport... j'aimerais bien savoir ce que vous pensez des bonsaïs, sur cette forme d'arbre qu'on réduit forcément. Et donc, on parlait tout à l'heure de souffrance. Est-ce que vous pensez qu'il y a aussi une souffrance peut-être dissimulée là, puisqu'on réduit cette dimension des arbres à une taille complètement qui n'est pas la leur, quoi. Oui. Alors ça va effectivement dans la continuité de la première question.
J'ai du mal à répondre à ça. Alors, c'est vrai que moi, je me souviens d'une BD de Franquin où on voit les enfants après qui sont réduits aussi à une forme de bonsaï. Souffrance, encore une fois, c'est très difficile. Enfin, on ne peut pas aller jusqu'à là, quoi. Contrainte très forte, imposée, oui. Après, ce qu'on peut tout de même observer, c'est que les arbres ont cette capacité d'ajustement. Pour moi, plutôt que de parler d'intelligence, bon, on peut parler d'intelligence si on veut, il ne faut pas être obtus non plus. Mais je trouve que c'est plus juste de parler d'ajustement. Et d'ajustement à des changements de l'environnement, ajustement à des contraintes. Et là, la contrainte que représente cette personne, peut-être vous, je ne sais pas, si vous parlez de vous, enfin peu importe, la plante est capable d'y répondre. D'ailleurs, des bonsaïs, enfin moi je ne suis pas un spécialiste, mais il me semble que ça peut vivre des dizaines, voire plus de 100 ans, je crois. Donc la plante fait avec. Et voilà, c'est cette capacité, on retombe encore sur ces mêmes consonances, cette capacité de faire avec le monde, de faire avec les contraintes, et puis de perdurer, de continuer, de composer avec cette variabilité extraordinaire environnementale et puis qui est changeante et où il y a des contraintes parfois très, très particulières telles que celles que vous évoquez. Mais parler de souffrance, voilà, j'ai un peu déjà répondu quand j'ai répondu à la première question. Il ne me semble pas. Perception, oui, perception avec réaction, ajustement, adaptation, avec finalement des formes qui correspondent finalement à ces contraintes qu'on représente, ces tailles, j'imagine, très fréquentes. Ça, oui. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question. Comme vous connaissez visiblement La Réunion, et j'y ai vécu aussi quelques années. Voilà, c'est toujours quelque chose qui m'avait étonné, donc peut-être que vous aurez une explication à donner là-dessus. Ça concerne, je ne sais plus si c'est les plantes endémiques ou les autres, qui vont se transformer, c'est-à-dire que quand elles sont petites, elles ont une certaine forme, et quand elles deviennent adultes, elles en ont une autre. Et j'aurais voulu savoir si vous avez une explication à donner à ça. Je ne connais pas la réponse. Non. Non. C'est un phénomène d'adaptation. Ça m'interpelle aussi, évidemment, quoi. Est-ce que c'est lié à l'endémisme? Non, parce qu'on retrouve cela chez d'autres plantes. On trouve ça en Australie notamment. Mais à quoi ça correspond? Voilà, il y a une certaine métamorphose qui opère à un moment donné. À quoi correspond cette métamorphose, si on peut l'appeler comme cela? Moi, je ne connais pas de réponse à cela. Et c'est effectivement, je ne vais pas dire très fréquent, mais présent, très présent à l'île de la Réunion, sur la flore de l'île de la Réunion. Pas de réponse, désolé. Merci. Je n'arrive pas à supporter le fait de voir des oliviers taillés comme des caniches. Ah oui, mais là, vous croisez beaucoup de choses, là. Vous croisez beaucoup de choses, donc tant pis. Il faudrait demander si les oliviers supportent de ressembler à des caniches, et aux caniches d'avoir des oliviers qui leur ressemblent. Et... Il faudrait pouvoir le demander aux arbres. Ça fait partie. Voilà, je vois que les questions s'enfilent. Voilà, après, c'est la suite des bonsaïs. Après, qu'on ne supporte pas, c'est vrai que moi non plus, je ne raffole pas, je vous avoue. Je préfère effectivement observer toute cette potentialité libre de l'arbre que la contraindre, par des exercices de taille. Mais c'est mon goût à moi. Oui, monsieur. Et puis, en attendant que vous puissiez poser votre question, je voudrais faire une remarque. Dans cette présentation, j'ai trouvé que finalement, il y a beaucoup de qualités que tu présentes des arbres qui sont des qualités communes à toutes les espèces végétales, qu'elles soient arbres, herbes, arbustes, lianes, épiphytes. Et finalement, quelles seraient les qualités tout à fait spécifiques des arbres? Oui, non, effectivement, j'ai essayé de m'en sortir de temps en temps en disant oui, les arbres, mais aussi les plantes. Bon, mon sujet, c'est comme les arbres, quoi, parce que ça nous interpelle. Mais je parle le plus souvent du monde végétal, mais pas toujours, quand même, parce que je parle
de nos représentations de l'arbre. Donc les arbres nous touchent plus que les, que les autres plantes, que les mousses, que les fougères, je ne sais quoi. Et puis les arbres ont quand même aussi cette dimension, Goethe disait ça aussi, pluriel intégré. Donc il y a ce qu'il n'y a pas chez les autres, ou de manière moins patente en tout cas, chez les autres végétaux. Chez l'arbre, il y a ça. Et ça va à l'encontre. Voilà, c'était Parménide, 5 siècles avant Jésus-Christ, qui disait on ne peut pas être un et plusieurs. Ben si l'arbre nous montre cela. Là, pour le coup, c'est une spécificité de l'arbre. Et ça va, comment dire, encore dans ces consonances multiples, ça va dans cette capacité d'extériorisation, d'aller dans l'au-delà de soi, où l'arbre n'est pas tout seul. Il n'est même pas tout seul en lui, mais il est d'autant moins tout seul qu'il va chercher ailleurs. Il n'y a pas mieux que les arbres, quand même, pour composer avec l'ensemble des êtres vivants. Ça, c'est manifeste. Pardon, il y avait une réaction ? Non ? Ça vient donc avec cette qualité qui est une qualité relative par rapport à nous, en fait, qui serait cette lenteur aussi, et qui lui permet ce développement dans l'espace. Ça va avec, oui. Ça va avec. Oui, parce qu'il s'ajuste, mais lentement. Il prend son temps pour s'ajuster. Il a bien raison. Pardon, j'avais pris la place. Ça comme ça. Merci. J'étais surpris que vous n'avez pas prononcé le mot bois, signifiant l'arbre mort. Donc, je constate que l'homme a plus de rapport avec l'arbre mort qu'avec l'arbre vivant. Dans cette salle, par exemple, tout le monde est assis sur un morceau d'arbre mort. Oui. Et donc, ma question, comment vous expliquez que, d'une part, l'homme semble être sensible à l'arbre, mais d'autre part, l'homme est le prédateur principal, le meurtrier de l'arbre. Oui. Parce que là, c'est nos deux composantes. C'est notre composante sensible et puis notre composante qui tient de la culture, de l'intellect, de l'idéal. Et la première composante, elle nous met en regard, elle nous met en vis-à-vis de l'arbre vivant. Et la deuxième composante qui transforme l'arbre en matériau utile, donc avec une vision utilitariste, nous ramène cette fois finalement à ce que nous tirons de lui. Et effectivement, en termes de masse, c'est d'abord le bois, mais c'est aussi des fruits, ça peut être plein d'autres choses. Je pense là, on est encore sur... On est plein d'ambivalence, c'est ça qui est compliqué, hein, mais c'est là où l'exercice est intéressant. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est cette boucle qu'il nous reste à faire entre le sensible et l'idéal, si vous voulez, le monde de l'intellect, qui nous a très bien réussi, hein, encore une fois. C'est ce qui nous permet d'être là dans une salle très bien équipée, chaleureuse, voilà. Mais qui parfois nous conduit à oublier cette primauté quand même du sensible. Alors certes, pour en arriver là, il a peut-être fallu, c'était plus simple de se dire que le sensible nous fait obstacle. Je pense que maintenant, et je pense que c'est dans l'air du temps, quoi, même plus que dans l'air du temps, quoi. C'est très présent. Il est peut-être temps maintenant donc de boucler, c'est-à-dire de réapprendre, je l'avais dit une fois, finalement à réunir nos deux cerveaux. Donc c'est quoi ? C'est le droit qui est sensible et c'est le gauche qui est plus rationnel. Donc ces deux-là, voilà, on a deux cerveaux, il faut vivre avec les deux cerveaux, il faut réapprendre à les faire fonctionner ensemble. C'est possible, hein. C'est vraiment notre culture qui nous a amené à procéder comme ça. Dans le monde, il y a tout un tas de personnes qui ne je vais pas dire qui raisonnent, parce que là je fais un choix, mais qui procèdent comme cela, qui mêlent, qui hybrident le sensible et le rationnel. Et nous parce que nous sommes occidentaux, nous avons beaucoup de mal à le faire. Mais je pense que c'est vraiment un enjeu, et alors surtout pour l'écologie. Je suis en train de dévier par rapport à votre question, mais ça me donne l'occasion de le dire. Je pense qu'une écologie juste rationnelle, avec des mécanismes, des données, des simulations,
ça ne nous touche pas, c'est pas ça qui va nous faire changer. Et c'est pour ça que j'ai volontairement conclu aussi avec cette image. C'est une écologie sensible. Si je me permets de dire ça, c'est que de très loin, je ne suis pas tout seul à considérer cela. Il y en a beaucoup qui considèrent que finalement la pire des extinctions actuelles, c'est cette extinction de notre lien premier avec la nature, avec le vivant. Et donc, il me semble que c'est vers une écologie sensible. Hubert de Foresta a rappelé que je suis intervenu auprès de l'IPBES, des assemblées telles que celle-ci, mais avec que des représentations relevant de numérisation, de simulation, de sciences dures, j'ai envie de dire. Mais rien qui fasse appel finalement à la manière dont nous éprouvons aussi dans notre corps, par exemple le changement climatique, dont nous éprouvons finalement une relation avec encore la forêt, l'ensemble des êtres vivants. Et c'est indispensable de retrouver cela. Encore une fois, si je me permets de dire que c'est indispensable, c'est que beaucoup de personnes, y compris des chercheurs du Muséum, par exemple, mais pas seulement, du CNRS, enfin moi j'en connais, qui sont tout aussi convaincus que moi de cela. Parce qu'ils prennent finalement les choses de manière très simple. Encore une fois, la simplicité, c'est quand même c'est un bon guide, quoi. Si on est très très simple, le plus simple possible, on a moins de chances de se tromper que quand on part dans des mécanismes complexes. J'ai un peu glissé, j'avoue. Oui, par rapport aux plantes envahissantes, quelle est la raison qu'on peut avoir quand nous, on plante une espèce qui va gagner, qui va devenir dominante par rapport aux autres? Qu'est-ce qui fait que cette plante va devenir effectivement envahissante? Alors, ouais, là on est sur, à la fois sur autre chose et pas sur autre chose non plus. Et c'est vrai que moi, dans mon parcours, je me suis d'abord intéressé aux plantes envahissantes avant de m'intéresser de manière générale à ce qu'étaient les plantes, quoi. De manière, voilà. Et j'ai finalement fini par comprendre que les plantes envahissantes, c'est une représentation. C'est en quelque sorte un concept hybride qui... je ne vois pas où vous êtes. Vous pouvez lever la main, parce que j'ai envie de vous regarder, mais c'est celui qui vient de poser la question. Ah voilà, d'accord. Donc, les plantes envahissantes, ça représente un fait biologique avec une plante, puis un environnement, mais ça représente aussi, et pour beaucoup, une représentation. Et l'ensemble de notre regard, et j'en suis maintenant... Ça fait 25 ans que j'ai commencé à travailler sur les plantes envahissantes, ou invasives, on ne va pas discuter du vocabulaire. Je suis mais vraiment convaincu, toujours, à chaque fois que j'en discute, avec des spécialistes des plantes envahissantes, que la représentation prime. Et ce qui nous manque, finalement, c'est de regarder les plantes envahissantes en tant que telles, et ne pas nécessairement regarder que leurs défauts, parce qu'il peut y avoir aussi évidemment des apports. Il y a plein d'exemples qui montrent cela. Les regarder aussi dans le temps, ne pas les regarder seulement au moment où elles passent, mais aussi avec davantage de recul, au moment où elles ont commencé à se fondre dans l'environnement. Cela étant, donc les regarder de la manière la plus neutre possible. Il y a effectivement des situations. Alors c'est surtout vrai dans les problèmes des espèces envahissantes, c'est surtout vrai dans les îles et dans les milieux aquatiques. C'est 80% des problèmes. Dans les milieux continentaux, c'est beaucoup moins, sauf dans des espaces très perturbés, où là on produit une nouvelle ressource, parce que je dis on, parce que les perturbations le plus souvent elles viennent de l'activité humaine, et en produisant cette perturbation, donc on amène une nouvelle ressource qui n'était pas présente là. Alors cette perturbation, ça peut être le fait de cultiver le sol, et on met à disposition des éléments du sol qui n'étaient pas aussi facilement disponibles auparavant. Et il y a une espèce qui va mieux que d'autres tirer parti de ce changement.
Et quand il y a abondance, comme ça, quand il y a mise en abondance d'une ressource, il y a très souvent une espèce végétale qui prend le dessus. Lorsqu'il n'y a pas abondance, et c'est ce qu'on voit par exemple dans ce qu'on appelle parfois les forêts primaires, même si des forêts primaires, en réalité il n'y en a pas beaucoup, mais peu importe, c'est pas ça le sujet. Mais ce qu'on observe, c'est qu'il y a une diversité extraordinaire, une densité extraordinaire d'espèces qui font bon voisinage, qui se tolèrent très bien ensemble. On voit ça aussi dans des formations végétales méditerranéennes. Et là, même dans une forêt avec des arbres de 50 mètres de haut, en réalité, on a très peu de fertilité. Parce qu'il y a, si on prend l'exemple de l'Amazonie, il y a tellement de pluie que le sol est lessivé, sans compter que parfois, quelques siècles avant, il y a eu des cultures aussi. Voilà, on a perdu la mémoire, mais les Aztèques, les Incas aussi ont énormément cultivé. Et ce qu'on croyait parfois être une forêt primaire, finalement, est une forêt qui n'a que l'âge des grandes navigations et des premières conquêtes de l'Amérique latine ou d'autres continents. Mais donc, dans ces zones, finalement, qui sont... désolé, je ne trouve pas le terme, mais qui invite à la sobriété, où les ressources sont plutôt rares, là, on va plutôt dans le sens d'un mieux vivre ensemble. Voilà, je vais un peu loin, parce que quand je dis mieux vivre ensemble, je suis déjà on sent que je glisse vers l'anthropomorphisme. Mais c'est en tout cas, quelle que soit la manière dont on le lise, c'est ce qu'on observe chez les plantes. Voilà. Si on introduit une perturbation, ça peut être naturel. Souvent, une inondation, par exemple, ça peut générer le développement d'une espèce envahissante. Mais parce qu'il y a une nouvelle ressource qui est là. S'il y a peu de ressources, finalement, tout se passe comme si les plantes se partageaient ces ressources. Voilà. Donc elles font ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Qu'est-ce qu'on peut projeter dans nos propres modes de vie? Je ne sais pas, mais c'est en tout cas très intéressant à observer. Pendant que vous passez le micro, juste une anecdote. Il est vraiment possible de voir ce phénomène ou cette représentation de plantes envahissantes à différents niveaux. Moi, j'ai introduit une plante dans mon jardin qui est une liane du genre Hippomea. Et cette plante a des magnifiques fleurs. Mais normalement, elle est censée mourir chaque hiver. Et là, et après quelques hivers très doux, elle a fait des stolons qui se sont enracinés, qui sont partis dans tous les sens et qui ont complètement envahi mon jardin. Et là, je me suis retrouvé avec une plante envahissante à l'échelle de mon jardin. Et ma représentation, ça a été vraiment de vouloir l'éradiquer parce que j'arrivais plus du tout à la contrôler. Or, dans un jardin, on a bien que mon jardin soit très sauvage, entre guillemets, et qu'il y a beaucoup à manger dedans, effectivement, cette plante était en train de prendre la place de toutes les autres, de les étouffer. Et donc, je me bataille avec des kilomètres de stolons régulièrement pour en débarrasser le jardin, malgré ces fleurs qui sont absolument magnifiques. Monsieur, pardon. Le jardin est un milieu perturbé. Oui. Alors, moi, je voulais vous dire merci pour ce regard un peu particulier. C'est un autre regard sur les végétaux, les plantes en général. Et je voulais vous poser une question à propos de la solution, entre guillemets, herbe. Est-ce que vous pensez donc que certaines herbes peuvent avoir aussi vous nous avez montré un regard un peu poétique par certains aspects sur votre conférence. Est-ce que vous pensez qu'on peut aussi avoir un regard aussi poétique sur la solution herbe? Qu'est-ce que vous entendez par solution herbe? La solution herbe, vous avez qualifié tout à l'heure, vous avez dit on peut qualifier un arbre comme un végétal ligneux. Bon, on peut considérer qu'une herbe, c'est un végétal qui n'est pas ligneux. On peut prendre cette définition si vous voulez. Et je pensais à certaines herbes aussi, comme les bambous, particulièrement. Est-ce que vous pensez que certaines, pour rester toujours dans le regard poétique, est-ce que certaines herbes mimeraient ou voudraient mimer la solution arbre? Et est-ce qu'il y a une poésie qui se spécifique aux herbes qui ne serait pas spécifique aux arbres?
Alors moi, si je recours à la poésie, c'est parce que ça permet de mobiliser le vocabulaire du sensible. C'est un peu pour ça. Et aussi parce que, comme je disais en mentionnant Goethe, ou Francis Allais, qui est un poète aussi, l'intuition poétique permet aussi d'aller dans le dedans des choses. Hein. C'est Merleau-Ponty qui disait ça, la science est plutôt en survol. La poésie ou les arts permettent davantage d'être le sensible, donc, permettent d'être en inhérence avec finalement l'objet ou le sujet que l'on observe. Voilà, c'est dans ce sens-là, moi, que je parle de poésie. Après, parler de poésie des arts, moi, je suis convaincu, moi-même, je ne le fais pas, sans doute par paresse, et aussi parce que je suis dépassé par la quantité d'herbes qu'il peut y avoir dans mon jardin, et donc je fais des choix, mais qui est effectivement le même type de regard qu'on puisse développer sur l'herbe, très certainement. Enfin, ça, c'est plus que certainement. C'est patent, oui. La réponse est immédiate, oui. Après, quand vous dites, est-ce que des bambous miment, là, on tombe. Enfin, on tombe. On va vers des parcours évolutifs pour lesquels il peut y avoir des convergences. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est souvent observé. Sous telle contrainte, on peut avoir des réponses évolutives qui donnent des schémas semblables, quoi. Alors après, pourquoi les bambous sont-ils semi-ligneux ? Je n'en sais rien. Là, il faut poser la question vraiment à je ne sais pas qui d'ailleurs. Mais mimer les arbres, à l'instant, là, ça n'évoque pas grand-chose en moi. Mais peut-être parce que je manque d'imagination ou de sensibilité. Voilà. J'ai peut-être pas répondu comme vous l'attendiez à votre question. Monsieur, premier rang. Oui, je voulais vous poser une question sur le goût que nous avons depuis des siècles en France pour les arbres bien taillés, les jardins à la française. Et après ce que vous avez dit sur les oliviers, je comprends quelle est votre réponse et votre point de vue. En revanche, il y a une question, mais tout à fait incongrue peut-être. Il existe des plantes carnivores. Est-ce qu'il existe des arbres carnivores ? Non. Ça serait pas très viable. Parce que faire vivre tout un arbre comme ça, parce que les plantes carnivores, souvent, elles se développent dans des marais où la situation est difficile pour trouver des protéines, enfin des acides aminés, enfin de l'azote. Et donc, elles vont trouver ça en capturant quelques insectes. Mais c'est un drôle de boulot, quoi. Hein. Et attraper une mouche, pour une Lyonnais attrape-mouche, ça ne se réalise pas tous les jours, quoi. Donc, que tout un arbre soit contraint à cela, ça ne sera pas viable. Mais ça n'empêche pas de rêver de cela. Et c'est vrai que dans la littérature, dans les bandes dessinées, on retrouve ça dans les films. Régulièrement, dans les films, quoi. Et moi, j'aime bien. Une question nous venant d'Internet. Nos projections anthropomorphismes sur les végétaux sont-elles un frein sérieux à la connaissance de ce qui fait la singularité et la spécificité de ces êtres ? Et y a-t-il un travail épistémologique sur ces questions ? Oui, certainement. Parce que la tentation vraiment naturelle, mais je vais être pire que ça, la paresse de la pensée, elle va vers cela. Plutôt que d'aller dans le sens de se mettre à la place d'eux, comme j'ai dit plusieurs fois, reconnaître l'altérité, le plus simple, c'est se dire, tiens, ce qui va m'intéresser chez la plante, c'est quelque chose qui ne soit pas trop différent de ce à quoi je suis habitué, quoi. Et voilà, j'ai un peu épinglé le film L'intelligence des plantes, mais c'est beaucoup cela, quoi. Et là, pour le coup, c'est un obstacle. Et c'est même un obstacle dont on n'a vraiment pas besoin, quoi. C'est plus qu'un obstacle, c'est une impasse, quoi. Alors l'anthropomorphisme, c'est pas non plus... si on l'envisage comme un ensemble de métaphores, ça peut être intéressant, fructueux, ça peut nous aider aussi à échanger, etc. Mais il ne faut pas tomber, il ne faut pas glisser dans cette tentation malheureuse, il me semble, qui consisterait, puisque je l'ai lu aussi, je l'ai vu et je l'ai lu, à prêter aux arbres finalement des sentiments humains. Et finalement, ce qui nous intéresserait chez l'autre, ça ne serait que ce qui nous ressemble. Chacun
sa manière de voir les choses, mais je trouve que ça pose beaucoup de questions quoi, au sein de sociétés humaines. Si notre prochain ou si l'autre ne nous intéresse que parce qu'il nous ressemble, et si nous ne sommes pas aptes aussi à l'envisager par rapport à ce qu'il peut nous apporter, ou même pas, ou alors nous apporter dans la mesure où il est différent de nous, là, il y a bon, ça interpelle, ça pose question, et je pense que ça pose problème. Voilà. Donc c'est aussi dans ce sens-là où je pense que l'anthropomorphisme peut être un obstacle. Mais on risque de le perdre de vue quand on commence à aborder. C'est pour ça que moi, j'ai pas cessé de. J'ai pas ouvert des guillemets, mais j'ai été très prudent quand j'ai évoqué la sensibilité des plantes et notre sensibilité. Ça se rejoint. On est dans le monde sensible. Mais nous, dans notre sensibilité, il y a notre sensibilité sensorielle, corporelle, je veux dire. Mais il y a aussi toute notre culture qui fait qu'on réagit, je ne sais pas, à une image, à une musique, mais cela, c'est tout à fait autre chose. Et on ne peut pas mêler les deux. Enfin, on peut conjuguer les deux, c'est-à-dire garder à l'esprit que l'on parle de l'arbre ou qu'on le parle de nous, il est beaucoup à faire de sensible, mais il ne s'agit pas de la même sensibilité. Ce n'est pas la sensibilité humaine, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'amour chez les arbres, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de lien parent-enfant, il n'y a pas de maternité, il n'y a pas d'allaitement. Voilà, vous voyez ce que je vise peut-être. Il n'y a pas de maternité, enfin, dans le sens des maternités où il y aurait il n'y a pas d'école, etc. Voilà, donc il ne faut pas tomber dans ce travers-là qui, à mon avis, là pour le coup, représente un obstacle. Pardonnez-moi de revenir sur les espèces invasives, ouais. Mais si on comprend aisément que les grandes graminées qu'on appelle herbes de la pampa ont trouvé un terrain qui leur convient, etc., et se répandent partout, la question qui me trouble, c'est la question des élantes qui, depuis quelques années, je dirais 10 ou 20, colonisent à peu près tous les espaces vides dans tout le sud de la France, sans parler de l'Italie et autres lieux. Et votre réponse générale de tout à l'heure ne me semble pas du tout cadrée avec ce cas-là. Excusez-moi. Oui, mais parce que, je veux dire, quand on évoque les plantes envahissantes, je veux dire, la pire des situations, ça serait où nous serions tous d'accord. Vraiment. Non, mais je ne botte pas en touche en disant ça. Parce que je rebondis sur le fait que la notion de plante invasive ou envahissante, c'est une notion hybride qui tient à la fois de fait et de notre regard. Moi, je peux vous donner des références de gens qui défendent les landes pour tout un tas de raisons, et y compris pour des raisons écologiques, y compris parce que dans les milieux urbains et dans les friches industrielles, c'est une plante en or, parce qu'elle colonise très vite les friches industrielles. C'est une plante qui s'adapte très bien aux variations climatiques. Je sais qu'en Suisse, on entend de plus en plus de voix qui vont vers plutôt une reconnaissance de l'élante comme plante d'avenir dans les villes. Après, sur la partie... est-ce que ça produit un habitat pour les insectes, pour les oiseaux? Honnêtement, je ne le sais pas. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a quantité d'espèces pour lesquelles on a commencé à mettre en place des programmes de lutte, espèces végétales, j'entends, jusqu'à s'apercevoir que ça représentait des sources alimentaires et des abris pour des espèces animales, même pour des espèces en voie de disparition. Moi, j'ai des exemples en Australie, dans le Queensland, un programme de lutte contre le camphrier qui a été stoppé au moment où on s'est aperçu qu'il y avait une espèce de pigeon endémique et en voie d'extinction qui trouvait sa ressource alimentaire principale dans les fouilles du camphrier. Voilà. Donc, ça exige, comme je le disais, de ne pas regarder non plus que le mauvais côté. Après, je veux dire, quand on est dans son jardin, on fait des choix, et puis on a raison de les faire, quoi. Et moi, je fais pareil. Hein. Quand il y a une plante qui m'embarrasse, je l'enlève parce que si j'ai envie que ce soit une autre. Quand on est dans la nature, c'est déjà autre chose. Quand on est dans des espaces anthropisés, on peut continuer, évidemment, à intervenir, puisque ce sont des espaces qu'on est supposé maîtriser. Quand on est dans des milieux naturels, c'est là, moi, je trouve, on va souvent beaucoup trop loin, c'est qu'on est dans les projections, et puis on
on a tendance à se dire, bon ben voilà, moi je sais finalement ce qui est bon pour la nature. Alors que franchement, moi qui suis écologue, comme Hubert, je peux vous dire que savoir ce qui est bon, déjà c'est une question qui n'a pas de sens, et puis, parce qu'on est dans des valeurs typiquement humaines, mais être en mesure d'évaluer toutes les interactions, on va dire plutôt positives, plutôt négatives, qu'ont les plantes envahissantes sur l'ensemble de l'environnement, mais c'est tout simplement impossible. C'est tout simplement impossible. Alors, ça n'empêche pas de faire des expérimentations, ce n'est pas toujours le cas. On va se dire, tiens, je vais regarder tel effet néfaste. Alors voilà, je vais montrer qu'effectivement, cette plante a tel effet néfaste. Mais il faut repositionner dans l'ensemble, dans un ensemble voilà, plus large, quoi, avec des dimensions écologiques, avec une dimension écologique, une dimension économique, une dimension sociale, culturelle. Voilà. Mais c'est complexe, hein. C'est complexe. Mais ça demande... Le domaine des plantes invasives, ça demande justement cet esprit, c'est pas une critique que je suis en train de vous faire, mais je veux dire cette habituation à envisager la complexité, quoi. Et c'est vrai qu'au premier abord, on peut se dire, ça peut être le contraire, on peut se dire, tiens, cette plante elle est très jolie, mais elle produit des effets délétères sur d'autres organismes vivants. Donc ça peut être ça aussi, quoi. Mais s'arrêter à une perception première, ce qui est, comme je le disais, souvent le cas, moi je l'observe, hein, chez des spécialistes des plantes envahissantes, ça ne suffit pas. Mais bon, voilà, le monde évolue aussi dans ce sens-là, où on apprend à appréhender l'ensemble de la complexité. Parce que l'écologie, c'est ça, quoi. C'est pas simplifié. C'est appréhender ce qui est complexe et ce qui parfois aussi nous dépasse. Merci beaucoup. C'était la dernière question. Super. Bon. Merci beaucoup. Merci.